Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est un grand thème historique de marché, celui du capitalisme et des entreprises familiales. Cotées en bourse, évidemment, et ce sont des entreprises qui ont toujours, historiquement, beaucoup intéressé les investisseurs. On va essayer de comprendre pourquoi avec Clémence de Rottier-Jacob, qui est à mes côtés en plateau, gérante chez Richelieu Gestion. Clémence, bonsoir. Bonsoir, et Clément. Bienvenue. Le Merci. fonds que vous gérez aujourd'hui s'appelle Richelieu Family Small Caps. On est donc dans le monde du family business et des petites et moyennes capitalisations. Là, on trouve sans doute le capitalisme familial le plus prononcé. Avant de rentrer dans la thématique familiale, un mot quand même peut-être de la manière dont vous regardez le segment small et mid cap en Europe aujourd'hui. Bon, ça baisse, tout baisse, on le sait depuis des mois. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire du comportement et de la performance de ce segment de marché dans l'absolu et en relatif également par rapport aux autres segments du marché action? À mon sens, le premier point à souligner, c'est que cette année, il n'y a pas de crainte spécifique sur la liquidité, contrairement à ce qu'on a pu vivre et subir fin 2018. Donc aujourd'hui, à notre sens, il n'y a pas de crack sur les small caps. Et du reste, quand on regarde à la fois leur valorisation, alors on aime bien comparer leur prime de valorisation historique par rapport aux grandes capitalisations. On est bien inférieur à la moyenne historique. Et en parallèle de cela, quid des perspectives des bénéfices par action, pour les small caps, on est bien supérieur aux large caps. Donc, si vous regardez d'un point de vue purement technique, pour nous, les signaux, on est très à l'aise, on est plutôt confiant sur cette thématique. Ceci étant dit, cette année, on a pu le voir, le débat n'est pas forcément small large cap. En fait, cette année, que vous soyez petite, moyenne ou grande entreprise, si vous êtes une société de croissance et chère, vous chutez en bourse. Donc voilà, il y a le débat, c'est la valo. C'est ça, exactement, la valo. Et puis le positionnement, value, croissance, l'exposition IT, industrielle. Il y avait une chute des marchés très, très IT en début d'année, le marché suédois qui était un marché très cher, notamment dans les mid-cap, small et mid-cap. Et puis après, avec la guerre en Ukraine, c'est plus l'industrie qui a souffert avec la montée de l'inflation. Donc le débat est plus là à notre sens aujourd'hui. Ce qui est plutôt positif pour les small caps, puisque nous espérons qu'une fois la normalisation arrivée, l'écart de valorisation qui est quand même historique, à notre sens, sera normalisé. Et vous êtes confiant, parce que là, le grand débat du moment dans le PE, alors les valos sont ajustés avec la baisse des cours de bourse. La question, c'est celle du E, des earnings. Quand vous regardez, alors de manière agrégée, votre univers d'investissement, les attentes bénéficiaires sont ambitieuses, très ambitieuses, trop ambitieuses. Elles sont correctes par rapport à la capacité de ces entreprises à délivrer justement de la croissance? On est vers la fin de la publication des premiers trimestres. Ce que nous avons pu voir, et là où les déceptions ont été parfois, quand il y a eu des déceptions, c'était vraiment sur l'inflation des coûts qui n'avait pas été guidée assez tôt par les dirigeants, et donc ils ont dû ajuster leurs prévisions en début d'année. Après, c'est difficile d'avoir une vue. On a seulement le T1, on n'a pas toute la séquence bénéficiaire de l'année. Et en général, c'est plutôt au deuxième trimestre que vraiment l'earnings est ajusté pour coller davantage à la réalité annuelle. Maintenant, la sélection de titres et le stock picking, à notre sens, fait plus de sens que jamais, avec vraiment chercher les sociétés qui ont ce pouvoir de négociation et qui vont pouvoir passer la crise inflationniste. Qui semble durer. Oui, on va partir de cette hypothèse-là. Et justement, quels sont les atouts du capitalisme familial dans ce contexte, Clémence? Déjà, je le disais, alors aujourd'hui, la gestion thématique est très marketée, on va dire, dans le monde de la finance. Mais à juste titre. Et à juste titre, évidemment. Non, mais le marketing, il n'y a aucune connotation négative de ce point de vue-là. Ça montre bien les tendances qui guident votre industrie aujourd'hui. Mais c'est un thème ancien de marché, c'est pas nouveau. Ce thème, cette thématique de l'entreprise familiale, c'est toujours quelque chose que les investisseurs boursiers notamment ont affectionné, Clémence. Exactement. Alors c'est avéré, je pense que c'est assez consensuel aujourd'hui de dire que sur le long terme, les entreprises familiales surperforment parce que l'historique de performance le démontre, l'illustre. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est quid aujourd'hui dans cet environnement de marché. Et pour nous, c'est un choix très cohérent dans un marché qui est très difficile. Enfin, il faut
faut dire les choses, un marché qui est très volatile. Le maître mot, on le disait tout à l'heure, c'est le pricing power. Et finalement, quoi de mieux pour le déployer que des marques fortes, qu'une forte culture d'entreprise, qu'un savoir-faire renommé. C'est autant de caractéristiques qui sont propres aux entreprises familiales, qui ont réussi à travers les générations à développer ça. Et c'est vraiment un fait. Et à cela, vous pouvez rajouter une gestion financière qui est plus avisée. Quand on parle d'entreprise familiale, et c'est vraiment un fil conducteur dans la gestion des patrons d'entreprise familiale, vous avez en général peu, voire pas d'endettement. Une croissance externe, donc des acquisitions qui est très disciplinée. Ça veut dire que finalement, en phase de creux de marché, vous êtes mieux positionné parce que vous avez la trésorerie nécessaire pour non seulement continuer, alors déjà ne pas faire appel au marché, ni augmenter votre endettement et donc vos charges financières, et puis surtout pouvoir continuer à financer votre propre croissance. Et également, le fait d'avoir une discipline dans la croissance externe, ça va éviter, en cas de retournement de marché, d'avoir à déprécier ces actifs que vous auriez achetés trop cher avec une politique trop agressive de croissance externe. Donc pour nous, déjà lors de la crise sanitaire, elles étaient bien positionnées puisque cette trésorerie a permis de survivre en fait et de continuer aussi à investir dans la recherche et développement. Et aujourd'hui, ça prend aussi tout son sens avec l'inflation. Ouais, c'est ça. Les derniers stress tests de marché ont validé effectivement, voilà, ont validé l'intérêt du. Mais pourquoi est-ce que ces entreprises familiales, qui sont cotées, qui sont soumises à la même dictature des marchés que d'autres entreprises, les résultats trimestriels, etc., pourquoi est-ce qu'elles se retrouvent mieux positionnées ? Comment on explique cette discipline financière, comme vous dites, Clémence ? La discipline vient vraiment du fait que elles ont une vision à long terme. Leur priorité, c'est la transmission à la génération d'après. C'est préserver le patrimoine. C'est ça, vous gérez votre société de façon différente que si vous étiez un mandataire social là pour 5 ans et devant restructurer l'entreprise. Là, il y a vraiment une priorité de pérennité qui est dans l'ADN des entreprises familiales. Après, tous les atouts que nous mettons en avant, n'oublions pas, parce qu'on peut être étonné parfois quand on voit les mouvements boursiers. Évidemment, quand le marché chute, elles vont chuter davantage. Mais là, nous, on parle plus de leurs fondamentaux économiques. Le comportement boursier peut être le même à un instant T que le marché, puisque le marché ne fait pas la distinction. Mais au prochain résultat, on voit quand même qu'elles sont mieux loties. Et en sortie de crise, on voit celles qui finalement étaient mieux gérées et vont sortir gagnants de cette crise-là. À quoi est-ce qu'il faut faire attention quand on veut se mettre aux côtés d'une famille en tant qu'investisseur minoritaire dans une entreprise cotée, Clémence ? Le fait d'être minoritaire, de ne pas partager forcément les mêmes intérêts long terme que la famille, est-ce que c'est déjà un sujet ? Il y a la question des générations aussi. Est-ce qu'investir dans une entreprise qui est détenue par la première génération, c'est la même chose qu'une entreprise qui est détenue par la deuxième, voire la troisième génération de la famille fondatrice ? Oui, c'est un gros sujet. Il y a beaucoup de choses que nous regardons. Évidemment, le premier point, c'est la question de la gouvernance. C'est ce que nous scrutons en premier. Nous nous posons systématiquement la question, quels sont les contre-pouvoirs ? Alors, on regarde beaucoup le pourcentage d'indépendants au board. C'est quelque chose qui nous donne un élément. L'actionnariat familial n'est-il pas non plus parfois trop complaisant avec le management, surtout s'il est l'un des leurs ? Il y a une question de conflit d'intérêts parfois. Est-ce que quand la situation opérationnelle est difficile, il n'y aurait pas une inertie qui va se créer parce qu'on est dans notre soi, alors qu'avec une vision externe, les choses pourraient agir être modifiées ou rééquilibrées peut-être plus rapidement. La problématique de la succession dont vous parliez est cruciale. C'est une des premières questions qu'on va poser à un management familial. La tentative de dynastique à tout prix, ça c'est un gros risque. Pour nous, le management, la génération qui arrive, si elle veut diriger, doit être crédible et surtout la succession doit être orchestrée bien en amont. Ce qu'avait fait d'ailleurs Trigano, M. Feuillet, a annoncé bien des années en avant qu'il allait quitter les fonctions opérationnelles. La famille allait rester au board, mais ne gérerait plus. Voilà, donc c'est des bons exemples de transmission fait en douceur et ce que le marché attend. Communication financière aussi, vraiment la transparence, quelque chose de très important pour nous, d'autant plus pour des PME ETI. Le traitement des minoritaires. Ce que vous disiez dans votre question.
question, il y a 20% d'entreprises familiales cotées qui ont une double cotation. Action, donc avec des droits, par exemple des droits de vote double, ah, oui. Des titres préférentiels qui n'ont sûr. pas de droit de vote, certains qui ont des dividendes, etc. Donc ça ne nous empêche pas d'investir dans ces titres-là, mais c'est des choses, et d'ailleurs nous votons systématiquement, encore nous avons les droits en Assemblée générale, mais justement pour essayer d'avoir un traitement, pas d'asymétrie dans les droits des minoritaires. Voilà. Après, nous comprenons vraiment pourquoi une entreprise familiale va avoir peut-être tous ces éléments que le marché va juger un peu plus opaques. On comprend que c'est vraiment pour protéger sa voix. Mais à notre sens, dès l'instant où elle est cotée, l'actionnariat familial doit, dans la mesure du possible, se mettre au pas du temps boursier, qui a besoin de catalyseurs à court terme, au-delà de son histoire, son equity story à long terme, qui est ce que le marché plébiscite. Mais on a besoin à court terme d'avoir quand même de délivrer avec de la transparence, une gouvernance excellente. Il faut réfléchir encore plus que d'autres peut-être quand on se cote, quand on est une entreprise familiale. Il faut avoir de vraies bonnes raisons de le faire effectivement et d'être capable de jouer le jeu du marché boursier, de l'exigence du marché boursier. Pour incarner un petit peu ces entreprises familiales, Clémence, dans le contexte de marché actuel, avec l'enjeu inflationniste et l'enjeu du pricing power, c'est quoi un exemple de société qui vous paraît aujourd'hui bien positionnée pour affronter les prochains mois? Nous apprécions, on aime bien regarder, justement on parlait de la crise sanitaire, puis la crise actuelle, essayer de voir ceux qui vont sortir renforcés de cette crise-là. Un bon exemple à notre sens, c'est la société familiale allemande Sixt, le loueur automobile, le loueur de voitures. C'est la troisième génération qui dirige la société, la famille est largement majoritaire au capital. Pour nous, c'est un des grands gagnants de la crise sanitaire, puisque dans un marché qui était complètement déprimé, puisque vraiment un des plus touchés par le confinement, la crise sanitaire, pour nous, ils ont fait des choix intelligents. Ils ont cédé des actifs au début de la crise, qui leur a permis de garder une solidité financière, surtout en relatif. Ils n'ont jamais été au bord de la faillite comme leurs concurrents acteurs européens ou américains. C'est ça. Hertz, Chapter 11, début 2020. Bon, après, ils sont réintroduits en bourse en fin d'année dernière, mais ça leur a permis de gagner des parts de marché. Et notamment aux États-Unis, ils ont réussi à gagner de nouvelles concessions aéroportuaires parce qu'ils étaient en phase elles s'étaient restées vacants par des loueurs locaux qui étaient en faillite. Ce qu'on aime bien, au-delà du contexte, que nous apprécions chez Sixt, c'est son positionnement premium, cette très forte relation avec les équipementiers automobiles allemands, qui fait que dans un contexte d'offres très réduites automobiles, ils arrivent quand même à augmenter leur flotte parce qu'ils ont des relations historiques privilégiées. Très forte part de marché, plus de 40% en Allemagne, plus de 25% en Europe, et vraiment l'expansion du marché américain, ils y sont rentrés seulement en 2017. Ça représente déjà plus d'un quart de leur potentiel, et on a vu, ils gagnent des parts de marché. Mais au-delà de ça, la big picture, comme on dit, de Sixt, à notre sens, c'est que leur stratégie, la stratégie de la famille, et de la nouvelle génération surtout, et c'est important qu'il y ait cette nouvelle génération parce qu'elle est beaucoup plus connectée, etc. Bien sûr. Sixt, c'est une plateforme. Elle renouvelle la vision stratégique, on va dire. Exactement. Et c'est vraiment la diversification de la stratégie au-delà du marché simple de la location de voitures. Il s'adresse à un marché qui est 6 fois plus gros, qui est le marché des solutions de mobilité dans leur ensemble, avec le covoiturage, les offres de location de voitures, enfin des offres d'abonnement de voitures, etc. C'est plus de la location de voiture, c'est une solution exactement. Pour votre mobilité. Et pour nous, ils sont bien positionnés avec vraiment ce service-là qui se déploie et qui permet un marché qui est beaucoup plus gros que le seul marché en aéroport. Devenir un guichet unique des solutions de mobilité. Exactement. Merci beaucoup Clémence de Rothiacob qui était avec nous pour évoquer ce thème des entreprises familiales cotées. Évidemment, on parle d'investissement boursier. Clémence qui est gérante chez Richelieu Gestion et qui gère le fonds Richelieu Family Small Caps. Voilà pour ce quart d'heure thématique ce soir. On se retrouve non pas demain ni après-demain, on se retrouve lundi en direct à 12h30 sur Bismart après un long week-end de 4 jours pour l'Ascension.